1913, le millésime est de qualité. Le degré est élevé et la quantité est au rendez-vous. On fête avec sérénité la fin des vendanges, d'autant plus que le vin se vend correctement. On espère simplement une chose, que les vendanges à venir soient aussi bonnes que celles de cette année. Les vendanges 1914, pratiquement aucun homme de 20 à 40 ans n'y participera. Dit d'ailleurs à celles de 1915, de 1916, de 1917 ou de 1918. Combien sont-ils partis? Combien sont-ils revenus? Combien sont-ils à reprendre vie dans leur village du Midi? Combien sont-ils à fouler de nouveau leurs rangées de vignes? Combien? À la mobilisation militaire des hommes de 20 à 45 ans, va se superposer une mobilisation économique, même si le nom n'est pas toujours mis en avant, des femmes et des enfants. Les femmes vont être appelées en viticulture à faire des travaux qui étaient traditionnellement considérés comme des travaux d'hommes. Par exemple, on va voir dès les vendanges 1914 des femmes porter la hotte, puis se mettre en cave pour élaborer le vin. Alors quand la guerre se termine, déjà il y a l'idée quand même que chacun doit retrouver sa place. C'est-à-dire que les femmes qui ont été employées à des travaux d'hommes, ça a été une nécessité de l'heure, mais ce n'est pas dans l'ordre social. Il faut absolument de se donner tous les moyens pour reconstituer finalement un ordre social solide avec les hommes qui font des travaux d'hommes et les femmes qui font des travaux de femmes. Reposez en paix, chers enfants, et que votre dernière demeure soit le cimetière de ce village ou le champ de bataille. Nous ne vous oublierons jamais. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie, en droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Toute gloire auprès d'eux tombe et passe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau. Gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux vaillants, aux martyrs, aux morts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Putain, j'ai les vignes dans un état, je te dis pas. 4 ans entre les mains de ma mère et de ma femme. En même temps, elles ont fait ce qu'elles ont pu. Voilà, la terre, c'est pas leur domaine. À part les vendanges, le sarmentage. En attendant, j'en ai pour 7 ans minimum avant de tout remettre d'équerre. Moi, c'est pareil. Ma femme, elle n'en pouvait plus. Alors, elle a pris un espagnol. Tu sais, ceux que le gouvernement il a fait venir. Bon, il est vaillant, hein, ouais. Mais il comprend rien à la culture de la vigne. L'oïdium m'a bouffé la moitié des souches. Soit il traitait trop tôt, soit il traitait trop tard. Enfin, du vrai travail d'espagnol. En même temps, avec mon bras, je suis obligé de le garder, hein. Donc, je vais le former. Putain de chemin libre. Les Espagnols vont arriver, ce sont généralement des hommes seuls au début, mais très vite, finalement, on va avoir la nécessité de garder ces Espagnols. Dès 1916-1917, des familles entières d'Espagnols arrivent dans le Midi. Les premiers arrivants sont principalement des Catalans, mais très rapidement, des Espagnols du Sud, d'Andalousie, de Murcie, vont les rejoindre. Dans les années 20, la consommation de vin augmente considérablement. 1/3 de plus qu'en 1900, soit 136 litres par habitant et par an. Alors on plante, en plaine, en coteaux, dans le sable. En 10 ans, le Midi viticole, c'est 25% de superficie supplémentaire. Le vignoble algérien en fait de même. Il faut vite réguler. Dans le monde politique, on ne veut plus revivre 1907. Alors, on légifère. Dans les années 1920, les viticulteurs sont à nouveau face à l'engorgement du marché. Dans ces cas-là, on a l'habitude de transformer de grandes quantités de vin en alcool. C'est alors que le député de l'Hérault, Édouard Barthes, propose de voter une loi qui crée le carburant national, c'est-à-dire un carburant pour les véhicules à moteur composé d'un mélange de pétrole et d'alcool. Elle réserve l'alcool de betterave à la fabrication du carburant national pour les véhicules à moteur et elle destine l'alcool de vin à la consommation humaine.
Et ce sont ainsi des quantités considérables d'alcool de vin qui allègent chaque année le marché du vin et évitent l'effondrement des cours. Le député de l'Hérault, Édouard Barth, est aussi l'artisan principal d'un ensemble de lois votées entre 1931 et 1935. Ces lois ont incontestablement stabilisé le marché. On les connaît sous le nom de statut de la viticulture. Je vais proposer un système de blocage des ventes du vin pour que nous puissions vendre le vin, non pas au moment où les prix sont au plus bas, mais au moment où les prix sont les meilleurs. Et la surproduction algérienne, que devient-elle? C'est eux qui nous foutent la merde. J'y viens, monsieur, j'y viens. Pour l'instant, c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Et c'est qui? C'est nous. Y en a marre. Le Midi viticole est composé de deux faces, le monde des producteurs et le monde du négoce, unis depuis le 19e siècle, pour le meilleur et pour le pire. On a trois types de négoces. On a les négociants forfaitaires. Ils achètent du vin aux propriétaires, ils les entreposent dans leur chai, ils les soignent, c'est-à-dire qu'ils les traitent, ils les coupent avec d'autres vins achetés à d'autres propriétaires ou d'autres régions, et ensuite ils les vendent à leurs clients. Les négociants commissionnaires, qui est le deuxième type de négociants, ces négociants commissionnaires, ils vont en fait recevoir des ordres et transmettre ces ordres. Donc les négociants commissionnaires, ils fonctionnent à la commission et ils ne manipulent pas les vins. À cela s'ajoute une catégorie de négociants qui disparaît pendant l'entre-deux-guerres, que sont les négociants barricailleurs. Ils vendent à la barrique, c'est-à-dire en petite quantité, et ils vendent généralement des vins de bonne qualité. En revanche, ce qu'on retrouve dans tous les villages, ce sont des courtiers. Dès 1934, les prix du vin chutent. Une nouvelle crise de surproduction et ses répercussions économiques et sociales se profilent. De plus, les vins d'Algérie rentrent de façon exponentielle et en quantité importante en métropole. La colère et la peur du lendemain s'installent. Ça y est, c'est le retour de la misère. Le courtier est venu hier. Il veut bien nous prendre la récolte, les 230 hectolitres. Mais à 47 francs l'hecto. Oh, moi, tous ces négociants, je te les foutrais dans la cuve. C'est gros là. C'est toujours pareil avec le négoce. Ils nous étranglent. Ils préfèrent le vin colonial. Dans l'entre-deux-guerres, la production de vin d'Algérie ne cesse d'augmenter car elle est encouragée par le négoce français, surtout languedocien. Cette production atteint même 18 millions d'hectolitres dans les années 1930. Il paraît que le maire de Bonn en Algérie, il a 170 000 hectares à lui tout seul. Bah, crise espace encore. Le port de Sète est le premier port d'entrée des vins algériens jusqu'aux années 1920 à peu près. On vend des vins courants qui vont servir à remonter les vins, soit les vins locaux, soit les vins du centre de la France, parce qu'en fait la particularité des vins algériens, c'est d'être des vins extrêmement colorés et extrêmement titrés. Un passe-vergogno. Ah, ce Barth. Mais c'est un socialiste comme les autres, un socialiste carnozé. Tout pour moi, rien pour le voisin. En attendant, les gardes-manger sont presque vides. Oh, ouais. On verra ce que dira Barth demain. Mesdames et messieurs d'Algérie, tous les jours, à 7, ce sont des milliers d'hectolitres qui envahissent le marché. La viticulture, mesdames et messieurs, en Algérie, c'est une viticulture capitaliste où un seul propriétaire peut produire autant qu'un canton de l'Aude ou de l'Hérault. Est-ce que vous vous imaginez, mesdames et messieurs? Ce n'est pas possible. Je refuse de laisser mourir, de laisser se faire ruiner la petite famille méridionale au profit de quelques centaines de colons. Je vais proposer, mesdames et messieurs, une loi limitant les gros rendements. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Barth et les parlementaires du Midi soutiennent les petits producteurs souvent face aux gros propriétaires. Le soutien à la création des caves coopératives en est l'exemple le plus probant. C'est bien joli ce statut viticole, mais moi comment je fais avec mes 250 hectolitres? Comment je stocke? 250 hectolitres de vin à garder dans les cuves 6 mois ou 1 an après la vendage, c'est pas possible, c'est pas possible. S'il me faut rentrer le deuxième vendage, où tu veux que je le mette le vin? Et puis financièrement, même si c'est vrai que le négoce
nous achètent le vin à des prix pas toujours raisonnables. En attendant, 2 mois après la vendange, au pire, en décembre, t'as l'argent. Écoute, nous les petits et les moyens, il faut qu'on fasse une cave coopérative. Je ne suis pas socialiste. Hors de question. Quand même, les caves coopératives, elles ne sont pas socialistes. C'est du passé, ça. Elles sont réalistes, tu entends? Elles sont réalistes. C'est le moyen qu'on a trouvé pour rendre concret et efficace le statut viticole. Le mouvement coopératif va vraiment se développer à la fin des années 20 et durant les années 1930. Alors là, c'est vraiment, chaque village viticole pratiquement va s'organiser pour créer sa coopérative. Je vous rappelle que la cave coopérative est constituée de parts sociales correspondant proportionnellement à vos apports en hectolitres. Et comment on fait pour partir quand on en a marre? Tout d'abord, tu n'es pas obligé d'adhérer. Tu entends? Chez nous, on s'engage pour 5 ans. Et si tu veux partir, on te remboursera tes parts à la valeur de l'origine. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et Marcarel Ombozanan avec tes 300 hectolitres de vin. Tu n'as pas compris qu'ici il va y avoir toute une cuverie de vinification et des cuves de stockage? Et qu'une du calme, messieurs, du calme. Je vous rappelle que la part sociale n'est pas une action. Chaque année, il y aura une assemblée générale au cours de laquelle nous déciderons des grandes orientations. Et chaque adhérent de la cave aura une voix pour voter. Un homme, une voix. Ouais, c'est clair. Hein? Bon, alors maintenant, qui est-ce qui veut se présenter au conseil d'administration? Bon, tu veux te présenter aussi, toi? Eh oui. Alors on votera à bulletin secret. Bon, et alors, les travaux, ils commencent quand? Alors j'allais y venir. Vendredi, l'architecte vient nous expliquer les plans. Si vous voulez venir, vous pouvez venir. Bon, maintenant, passons au vote. Alors, cette montée du mouvement coopératif est fortement engagée par les pouvoirs publics. Les députés mettent en place tout un arsenal finalement de subventions au travers du génie rural, donc du ministère de l'Agriculture, qui va souvent servir finalement d'expertise, qui va faire une étude préalable, qui va finalement suivre le suivi des constructions des coopératives et donner des subventions qui vont être décisives pour l'installation de ces coopératives. En quelques décennies, la cave coopérative est devenue un bâtiment, un emblème essentiel aussi du village dans la plaine languedocienne, c'est-à-dire qu'au même titre que l'église, au même titre que la mairie, vous avez la cave coopérative. Le génie rural va imposer en fait un certain nombre de normes. La première, c'est d'avoir des bâtiments efficaces, mais qui ne coûtent pas trop cher. On a 2 familles principales, les plans allongés et les plans centrés. Les plans allongés, ce sont des grands bâtiments très étroits et longs qui peuvent avoir 1, 2, 3 vaisseaux juxtaposés. Ce sont ces plans qu'on va retrouver plutôt dans le sud de la région, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les plans massés, c'est-à-dire ce sont des bâtiments qui sont presque aussi larges que longs, et ce type de plan va être lui plus spécifiquement retrouvé dans l'Hérault et surtout dans le Gard. À partir de 1937, on a une petite révolution dans le monde de la coopération. Un architecte, Henri Floutier, va construire une cave à Tavel, une cave dédiée au vin rosé, et cette cave est construite sur un plan, ce qu'il appelle un plan provençal. Après la Deuxième Guerre mondiale, la totalité des caves coopératives construites sont sur le plan, j'allais dire, de l'architecture régionaliste, avec l'utilisation de la pierre apparente, avec le développement de ces avant-corps à toiture dissymétrique, avec des quais abrités sous des arcs. Chaque village veut sa cave. Si avant 1918, le paysage languedocien et roussillonnais a vu 27 caves coopératives se créer, ce sera 408 caves qui verront le jour durant l'entre-deux-guerres. Une dernière vague de 125 coopératives seront construites après la Deuxième Guerre mondiale. La COPé permet à des milliers de petits et moyens propriétaires de continuer leur activité. La COPé, c'est avant tout un espace technique qui va sécuriser l'élaboration et la conservation du vin. La création des caves coopératives va modifier le rapport au négoce. Jusqu'aux années 30, on considère les négociants comme les banquiers de la vigne. Ils réalisent de grosses fortunes selon l'évolution des cours, et que les cours soient à la hausse ou à la baisse.
À partir des années 30, on a un changement qui est un changement fondamental avec les lois Barth, ou les lois du statut viticole, qui en fait vont lisser les cours, donc réduisant les fluctuations et empêchant les négociants d'agir selon leur idéologie libérale et d'agir en bons spéculateurs. Ils n'ont plus cette capacité à réaliser de grosses fortunes. Le statut Barth permet aux propriétaires d'avoir un accès beaucoup plus facile et privilégié au crédit, et donc les propriétaires n'ont plus besoin de se tourner vers le négociant pour avoir de l'argent. La vente du vin en coopérative reste à l'entière responsabilité de chaque propriétaire. Et ce n'est pas toujours facile. Le négoce a fait sa proposition. Il propose 75 francs l'hectolitre. 75 francs. Autant dire rien. T'as vendu combien d'hectolitres cette année? Rien. Le marché était au ras des pâquerettes. Il me reste les 350 hectolitres. Mais à 75 francs, je ne vais pas vendre. Hein. Tu vas pas vendre? Mais il ne reste que 3 francs. Et alors je voulais pas t'inquiéter, mais on a une ardoise à l'épicerie, une autre à la boucherie de chez Félix. Il faut que tu vendes une partie. Ce serait bien, papa. Surtout que tu m'avais promis 2 rubans pour les cheveux pendant les vendanges. Et moi, une trousse pour l'école. Oh, ça suffit, hein. Oh. Bon. Je vais vendre 100 hectolitres. Ça fera 750 francs à... Moi, les journaliers, moi, le fourrage et le grain pour Bichou. Bon. Il me restera quoi? 450 francs. Et j'ai les sous, tu règles l'ardoise, d'accord? Enfin, ces négociants sont toujours à leur merci. On parle pas. Sur le plan politique, les parlementaires de la SFIO vont être les ardents défenseurs de ces petits et moyens propriétaires. En contrepartie, ces derniers seront fidèles à chaque élection, pendant un demi-siècle. D'ailleurs, en passant de journaliers à petits propriétaires, les conflits sociaux vont petit à petit s'estomper. Il y a quelques grèves très représentatives de cet entre-deux-guerres. Mais on va avoir un contexte de montée finalement de la petite exploitation et ce mouvement qui existait déjà dès les années 1880 d'ouvriers qui étaient en même temps petits propriétaires va se renforcer, ce qui fait que le prolétariat proprement dit est dans les bourgs, dans les villages, est beaucoup plus faible. L'essentiel du prolétariat viticole, c'est-à-dire des ouvriers qui n'ont que leur salaire pour vivre, est un prolétariat fait d'Espagnols essentiellement, qui eux ne peuvent pas s'impliquer dans les grèves. S'ils s'y impliquent, et si on les accuse d'entrave à la liberté de travail, ils sont de suite reconduits à la frontière. En 1935 est créé l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, qui va reconnaître et classer des territoires viticoles. Ce classement s'effectue à partir d'usages loyaux, locaux et constants. Dès 1935, les vins doux naturels du Roussillon seront classés. Suivra le muscat de Frontignan et le Tavel. En 1938, la Blanquette de Limoux. 5 ans plus tard, le muscat de Lunel. Le Fitou deviendra la première appellation de vin rouge en 1948. Toutefois, les vins doux naturels restent une production de niche au même titre que les apéritifs. Environ 4% de la production totale. Les vignerons, qu'ils produisent des vins doux naturels ou des vins de consommation courante, vivent par et pour la vigne. La vigne structure tout l'espace communal, à la fois le village proprement dit, le bâti, mais aussi l'ensemble du territoire, avec ces chemins que l'on appelle chemins de vigne, avec aussi ces cabanons de vigne. Alors les cabanons que l'on retrouve sous des noms très divers dans l'ensemble de l'espace languedocien et catalan, c'est le caseau pour les Catalans, le cabanon dans les Corbières, le grand jote dans le Narbonnais ou le Biterrois, et puis plus à l'est, dans le Montpelliérais, dans le Gard, ce sont les fameux mazés. Alors, ces villages languedociens obéissent finalement à des codes sociaux non écrits, mais extrêmement prégnants.
Chacun épouse sa chacune déjà. Un grand propriétaire devra épouser quelqu'un de la même couche sociale. Dans les exploitations familiales, il y a à peu près la même stratégie. D'où la difficulté parfois avec les nouveaux arrivants, notamment avec les familles d'Espagnols, qui risquent en tout cas de contrarier ce jeu matrimonial, ce jeu d'alliance. Par-delà la différence de nationalité et de langue, il y a surtout le fait que c'est un immigré et qu'il est pauvre. 20 ans après la Première Guerre mondiale, l'Europe voit son avenir s'obscurcir. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Pendant 6 ans, le Midi viticole, au même titre que les autres régions françaises, va souffrir dans sa chair et dans son économie. La viticulture va péricliter par absence d'engrais, de soufre, de sulfate de cuivre. Les chevaux seront réquisitionnés par l'armée. À la fin de la guerre, une grande partie du vignoble est exsangue. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour relever le vignoble. On a fait ce qu'on a pu pendant les 6 ans que tu étais prisonnier. Mais il n'y avait plus rien. Plus de soufre, ni de sulfate. Du coup, tout a souffert. Regarde. La guerre, ça fait pas. Dès demain matin, je m'y remets. Je suis encore fatigué, mais dans 3 ans, là, tout ça, ça sera reparti. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la viticulture méridionale fonctionne sur le même schéma. On travaille avec le cheval. Les grands domaines emploient de nombreux journaliers. Et dans les villages, la petite et moyenne propriété se développe grâce à la coopération. Bref, on continue à produire. Mais quelques visionnaires s'interrogent sur la reconnaissance et la classification de production de qualité. L'Organisation nationale des vins de qualité était fondée sur un certain nombre de noms locaux, qui était fondée sur une loi de 1919. C'était la voie judiciaire qui avait été choisie à ce moment-là pour protéger ces noms. Il y a eu, par exemple, les Corbières, le Minervois ou la Clappe, qui ont fait jouer cette loi de 1919 pour définir les aires de production et la protection d'un nom, avant même que le Comité national des appellations d'origine de 1935 ait été créé. Au départ, il n'y a eu que Frontignan qui a fait jouer cette possibilité par la loi de 1919. La première appellation de la région, c'est Frontignan. Au moment de la libération, à la demande par Philippe Lamour, de création d'une catégorie nouvelle de vins qui était destinée à toutes les régions qui n'avaient pas d'appellation contrôlée. Il obtient la création de cette nouvelle catégorie de vins, les vins délimités de qualité supérieure. C'est lui-même, Philippe Lamour, qui s'en charge au niveau national. Il demande à un certain nombre de maires locaux de prendre en charge la mise en place de cette catégorie de vins. Et l'IE d'en haut fait voter une loi qui définit à ce moment-là le fonctionnement des VDQS. Dès que le vignoble est reconstitué à partir des années 50, le Midi viticole va passer de crise de surproduction en crise de surproduction. Alors on va essayer de se diversifier. Quant à l'État, lui, il veut reconvertir une partie du vignoble en arboriculture et en maraîchage. L'une des solutions qui est envisagée est de favoriser la reconversion de terres par l'irrigation. Et donc le grand projet qui prend corps au début des années 50 et qui va être opérationnel à partir de 1957, c'est le canal du Baronne-Languedoc. On était dans la culture de la vigne, au sens total du terme, de la culture exclusive de la vigne. Il va falloir non seulement reconvertir des terres, mais reconvertir aussi des têtes, c'est-à-dire reconvertir des modes de pensée et des savoir-faire. Ce canal du Baronne va se mettre en place et il va être construit jusqu'aux portes de Montpellier, jusqu'à Moguio, et il fonctionne encore aujourd'hui. En partie, il va servir à la reconversion, en partie, il va servir aussi à irriguer les vignes. Et certaines vignes, donc, vont avoir un rendement accru parce qu'elles vont être irriguées alors qu'elles n'étaient pas jusque-là. Donc, c'est tout l'effet ambigu du canal et de la reconversion qui est à la même temps aussi un effet de
de renforcement de la monoviticulture dans certaines communes. Au milieu des années 50, sur le plan social, c'est l'instauration du SMIG. Les salaires des ouvriers et ouvrières sont revus à la hausse. L'effet immédiat de cet ajustement sera de faire disparaître le travail féminin viticole. Les propriétaires estiment que la productivité féminine n'est pas aussi rentable que celle des hommes. En 1956, une gelée historique décimera des milliers d'hectares. Ce sera l'occasion de passer à la mécanisation et par là même de licencier de nombreux ouvriers agricoles. Ah, M. Valal, ça y est, demain, c'est le renouveau. J'ai tout réglé. On va la Valette à côté de Montpellier. Il y a une exposition de tracteurs. Je vous allais faire mettre 4 de côté dans la fourchette de fruits que nous avions arrêté. Vous l'aurez cassolier. Un autre point. J'ai discuté avec le représentant du Crédit Agricole Mutuel. Il est d'accord pour vous prêter jusqu'à la moitié, si vous êtes gêné. Monsieur Dupuis, on a fermé Violette, on n'a jamais fait d'emprunt, d'accord? Vous voulez me foutre la honte au village, c'est ça, hein? On l'argent gelé. Moi, ce qui m'embête, c'est le cheval. Le cheval. Mais c'est de la préhistoire, le cheval. Combien de fois vous passez dans une région pour labourer avec le cheval? 8 fois. Combien de fois? Avec le tracteur et le chalut, 1 fois. Gain de temps. Et fini les journaliers qui coûtent. Et le cheval, combien il vous coûte en bouffe toute l'année, hein? Combien il vous coûte? Oui, bon d'accord, je sais, j'ai compris. Quand est-ce qu'on y va? Mais demain, c'est demain matin. Au revoir, monsieur Dupuis, merci. Au revoir, à demain. Bon, demain, je vais chercher le tracteur. Et je vais vendre Bijoux. Bijoux? Tu vas vendre Bijoux? Maman, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, Bijoux, il va partir. Bijoux? Bijoux, il n'est pas plus gentil. Je l'ai toujours connu, il fait partie de la famille. Ça suffit, c'est comme ça. Le tracteur va me faire gagner du temps, je vais travailler mieux, je travaillerai seul, sans ouvrier. On vivra mieux. Et puis on pourra se payer une cuisinière à gaz pour maman. Pauvre Bijoux. Allons, calme-toi. C'est le progrès. On va vivre mieux grâce au tracteur. Puis bon, c'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Par contre, vous, hors de question de rester à la vigne. Hein. C'est un travail de misère. Hein. Travaillez à l'école, et puis vous serez institutrice. Et toi, fonctionnaire au PTT. Ça c'est bien, hein, au chemin de fer, mais avec un salaire fixe. Voilà. Parce qu'à la vigne, il n'y a que les bourrounes qui y restent. Mais papa, je ne suis pas une bourroune. J'ai eu mon certificat d'études. Et je suis resté à la vigne, comme ton père, comme toi. Joseph, il est à la vigne, parce que c'est l'aîné, et parce qu'il aime la vigne. Oui, j'aime la vigne, comme toi. Mais papa, je ne suis pas une bourroune. Papa, s'il te plaît, on peut pas le garder à Bijoux. Merde. Non, Jeanne, on peut pas le garder. Dupuis, je prends celui-là, le Vierzon. Ah, vous avez fait, là, vous avez bien choisi. Ouais. C'est très bien. Vous voulez que vous en soyez content. Allez-y, tenez. Il y a le compte, monsieur Dupuis. Entre 1950 et 1955, pour les vendanges, ce sont des Espagnols qui vont venir, encore une autre migration espagnole qui va se développer,
avec des Espagnols venant essentiellement du sud de l'Espagne, qui vont remplacer les Montagnols. Et donc avec une transformation aussi de leur sociabilité, ces Espagnols arrivant parce que pour eux c'est très avantageux, il y a des dévaluations de la peseta. Quand ils reviennent en Espagne, avec le pécule des vendanges, ça leur correspond à plusieurs mois de revenus. La protestation viticole devient permanente dès 1949 avec les premières manifestations contre la chute des cours du vin, manifestations qui rythment désormais jusqu'à la fin du siècle la vie de la région. En août 1953, des barrages sont dressés sur les routes tandis que le gouvernement fait occuper les écoles publiques par de forts contingents de CRS qui se heurtent ensuite sur les routes de la région aux barrages mis en place par les viticulteurs en colère. Parallèlement, députés et sénateurs du Midi réclament de l'État des mesures protectrices. Et succédant à Édouard Barth, mort en 1949, d'autres députés se font les défenseurs de la viticulture du Midi. Parmi eux émergent notamment Paul Balmigère, Raoul Bayou, Paul Costefloré, Francis Valls. Dès les lendemains de la Libération, et ce, pendant 2 décennies, la CGVM, appuyée par les parlementaires du vin, négocie des ajustements conjoncturels après chaque récolte, sur la base du statut viticole. Et le ministre va m'entendre. Je le dis haut et fort, halte aux négociants capitalistes. Monsieur le ministre, c'est la catastrophe. Je vous alerte pour la dernière fois, monsieur le ministre. Il faut maîtriser, contrôler les importations de vin d'Algérie. Monsieur le ministre, réguler. Il y a 10 millions d'hectolitres de trop sur le marché, monsieur le ministre. Il faut, bien entendu, que le négoce respecte les accords d'échelonnement de sortie déchets. Nous allons organiser une distillation exceptionnelle, payée au prix plancher du vin. Merci, monsieur le ministre, mais ce qu'il faut, c'est organiser un office du vin qui maîtrisera les transactions commerciales et surtout qui fixera le prix de vente, monsieur le ministre. Fini le paysan. Vive l'entrepreneur agricole. L'État et la communauté économique européenne, dans un deuxième temps, veulent une agriculture moderne. L'endettement va devenir le passage obligé pour s'équiper. Arracher, replanter les vignes pour le passage du tracteur. Acheter du foncier pour s'agrandir afin de rentabiliser le matériel et surtout rembourser les annuités au Crédit Agricole. Il est temps de passer du Moyen-Âge à une agriculture moderne. Pour cela, nous devons, éliminer 1 million de paysans dans les 10 ans en France. Nous avons besoin d'entreprises agricoles, de grosses unités. Mais enfin, mon cher Edgar, vous savez que le Midi viticole en a fait une spécificité de la petite exploitation. Notre viticulture est populaire. Populaire, vous savez très bien qu'il existe dans notre Midi des moyennes propriétés, des grandes propriétés, des grands propriétaires qui gagnent très bien leur vie. Mais alors qu'allez-vous faire de ces petits paysans et de leurs enfants? Dans l'administration. Elle manque d'employés. Dans l'administration. Elle manque d'employés. Je suis venu assister à votre assemblée générale et puis j'avais envie de me retrouver avec vous. Tu tombes bien, hein. Nous allons voter la mise en place de la vente en commun. Qu'en penses-tu? Eh bien, beaucoup de caves l'ont déjà faite. C'est bien, et puis le négoce a besoin d'un seul interlocuteur. Et je pense quand même que vous avez tout à y gagner. Et qu'est-ce qui marche, toi, quoi? Le négoce achète du vin en fonction de ses besoins. Oui. Quand toute la production, toute la récolte est vendue, on vous reverse le chiffre d'affaires en proportion de votre production, moins les frais de vinification. La nouveauté, c'est que vous aurez un acompte chaque mois. Et le double au vendange. Exactement. Ça fait qu'on aura le temps d'aller chasser maintenant. Voilà. Allons-y. En 20 ans, de 1955 à 1975, les exploitations de plus de 10 hectares vont doubler. Celles de 20 hectares vont tripler. Par contre, les propriétés de moins de 5 hectares s'effondrent et vont passer de 100 000 à 30 000. Cette période porte un coup mortel à cette viticulture populaire que le statut viticole avait tenté de protéger. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les types MSA et la Chambre d'agriculture pour la retraite?
J'y ai droit dans 2 ans. Tu sais, là, pour les vignes, le petit Joseph récupère comme convenu les parcelles de plaine. Mais les pétards sans coteau, il n'en veut pas. Et les 7 parcelles qui font 1 hectare que ton grand-père a défriché et replanté. Mais personne n'en veut, c'est pas mécanisable. Le type de la chambre d'agriculture, il m'a dit arrachez-les, monsieur Valland. Arraché? Oui, arrachez-les, oui. Et alors? Je sais pas quoi faire, moi, qu'est-ce que tu veux? Même si t'as une prime pour l'arrachage définitif. Non, je ne peux pas, moi. Écoute, le petit, il est au PTT à Paris, sa vie, elle est là-bas. Jeanne, elle est institutrice avec son mari. Ils en ont rien à foutre des vignes, et je les comprends. Joseph, avec sa femme, ça leur fait 12 hectares, ça leur suffit. Moi, je vais te dire... arrache tout. Et entre la prime et la retraite, ça en sortira. Non, arracher, c'est un crève-cœur. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Au milieu de cette mutation du monde agricole, les coopératives viticoles, de par leur statut, permettent à certains petits producteurs de continuer à exploiter. De plus en plus d'employés de la SNCF, d'employés des postes, de gens qui travaillent finalement à la ville et qui gardent une exploitation. N'oublions pas que si les coopératives ont pu atteindre un niveau critique face au négoce, c'est parce qu'il y avait ces petits exploitants. Parfois on a dit c'est pas légitime que ces gens qui ne vivent pas que de la vigne aient le même pouvoir de décision. On a dit ça pour le petit. Les gros exploitants qui avaient des professions tout à fait honorables n'ont jamais été taxés d'être des double actifs. On se questionne dans le Midi. La consommation des vins de table baisse. En haut lieu, on parle de qualité. Même si cela n'est pas dans l'air du temps, on va s'y essayer. Il y avait 15 ou 16 VDQS dans le Languedoc, c'est-à-dire dans une zone un petit peu du Gard, principalement de l'Hérault et de l'Aude, avec Corbière, Minervois, la Clappe et le 14. Voilà ce qu'il y avait à l'époque. Philippe Lamour et Jules Millot proposent de réunir tous ces gens pour avoir une politique de communication et une politique commerciale commune. Ce que propose Jules Millot, c'est de limiter à 50% de Carignan de chaque exploitation qui produisait un VDQS et d'ajouter des cépages de qualité pour compléter ces 50% de Carignan. Et là, une guerre éclate entre l'Hérault, une partie de l'Aude avec Clappe et 14, et Corbière et Minervois, qui refusent que l'on limite la proportion de Carignan dans leur vin. C'est un échec. Alors comme d'habitude, on va devoir négocier avec le ministre. Des distillations, des aides au stockage ou des campagnes d'arrachage. Mais les syndicats traditionnels autour de la CGVM ont de plus en plus de difficultés à être entendus. On s'était aperçu que le syndicalisme négociait du mieux qu'il pouvait, mais qu'il n'avait aucun impact. Il faut nous défendre plus énergiquement. Et vous n'êtes pas fait pour ça. Qu'est-ce que tu veux, André? Notre place? Tu veux quoi? Tu veux la Chambre d'agriculture? Tu veux la CGVM? Tu veux la Fédération des caves comme Mafroboger et sa clique que l'on fait dans l'Hérault? Qu'est-ce que tu veux? Non, ce que l'on veut, c'est créer un comité d'action viticole. Le vin se vend mal. Le Midi bouillonne. Un événement va déclencher la colère. Et à présent, les vins d'Algérie sont des vins étrangers puisque l'Algérie est indépendante. Donc, nous importons du vin étranger d'Algérie pour des raisons d'État. Et sur notre travail, et sur nos revenus, eh bien c'est fini. Non, non et non au vin étranger d'Algérie. À partir des années 62, les viticulteurs qui pensaient qu'une fois l'indépendance de l'Algérie acquise,
ces importations seraient ralenties, s'aperçoivent qu'il n'en est rien et que dans des parties secrètes des accords d'Évian, il y a une clause qui permet d'importer du vin. L'incompréhension face à un gouvernement qui n'écoute pas fait que la tension monte et en 1967, Castéra devient le leader incontesté qui va conduire les viticulteurs vers de nombreuses manifestations. Mes amis, le jour de gloire est arrivé. C'est le mien, c'est le vôtre, c'est celui de toute la viticulture. Voilà. Occupant la rue, il faut que l'on dise que vous avez défilé non pas au milieu de la crainte, mais que vous avez défilé avec le respect, avec l'admiration de la foule qui murmurera « Ce sont les vignerons qui passent ». Le préfet de l'Aude lui avait dit « Mais je vois des femmes parmi vous dans les manifestations ». Le préfet avait dit « Si les femmes s'en mêlent, c'est que c'est grave ». Et donc Castéra a mis derrière l'oreille qu'il faut que les femmes s'en mêlent. Ce qui ne fait pas de lui un féministe. Se crée un comité d'action féminin. À Narbonne a lieu en 1967 une grande manifestation de femmes. 1967 se termine, on va dire, pour le mouvement et pour Castéra par un succès. En tout cas, des mesures sont prises, et toujours les mêmes, de distillation non pas préventive, mais de distillation a posteriori, et le mouvement se calme pour un temps. Castéra est au fait de sa popularité. C'est un tribun, il est lyrique et il sait enflammer les foules. Si Paris ne bouge pas, le Midi bougera. Exhibez cette pancarte, exhibez-la bien haut. Vaincre ou mourir avec Castéra, il n'y a pas d'autre chemin possible. Bravo soldats, mes amis, faites-moi confiance. Le 16 mars, à Carcassonne, nous serons entendus, écoutés et obéis. Merci André, vous êtes notre Marcellin Albert. Vous êtes le Christ des Corbières, Garcia. Et s'il le faut, le Midi redeviendra 14. Sa notoriété est grande et c'est peut-être d'ailleurs le début de la fin. Peut-être tout ça, pour le dire de façon un peu triviale, lui est monté à la tête et qu'il accepte de se présenter en 1968 sur une liste dite de défense de la viticulture et qui en fait est une liste de droite. Beaucoup de ses compagnons de lutte sont socialistes, sont de gauche et c'est perçu comme une trahison. Certes, la crise s'est éloignée, mais le Languedoc va connaître des bouleversements majeurs. Au début de l'année 1965, commencent sur la côte languedocienne et roussillonnaise de grands travaux d'aménagement touristique sous la direction de Jean Racine. C'est la plus importante opération de ce type jamais réalisée en France. L'objectif est certes de retenir une grande partie des millions de touristes de la France du Nord et de l'Europe en route chaque été vers l'Espagne ou l'Italie. Mais l'opération a un second but, celui de réorienter l'économie de la région, jusque-là dépendante d'une viticulture en crise endémique et génératrice d'une agitation permanente. C'est ainsi que vont s'élever de nouvelles stations de bord de mer. 1970, 1971 exactement, le vin rentre dans la réglementation communautaire. Donc, crainte, comme toujours, quand il y a un truc nouveau, et notamment qui est très loin, Bruxelles, pour nous, c'était très très loin. Il y a une méfiance naturelle qui s'installe, même si parfois elle est exagérée. La problématique européenne de savoir comment se positionne la viticulture languedocienne dans le nouvel ensemble de l'Europe des six, c'est-à-dire par rapport notamment au vin italien. Les règles du jeu sont changées, on n'est plus dans un espace finalement protégé. Le Midi viticole intègre un marché concurrentiel. Quand les interventions communautaires sont entrées en ligne de compte, l'Italie a pu rentrer autant qu'il voulait de vins de table. Et ces vins arrivés, notamment à 7, avaient 30-40% de différence de prix avec les vins français. Nous sommes rentrés dans une crise financière
énorme, énorme. On se fout de nous à Bruxelles et à Paris. Le vin italien rentre en grande quantité. Il faut montrer à ce Cuenta, ce ministre de l'Agriculture, notre détermination. Faisons une grande démonstration de force. Organisons une manifestation gigantesque, unitaire, avec les politiques et nous, les syndicats. Notre force... Et notre force, si l'on veut qu'ils réagissent, nous devons nous attaquer à des symboles, détruire, faire parler de nous. Ils ne comprennent que ça, de toute manière. On n'a pas d'autre solution. Ils ne connaissent que le rapport de force. Les comités d'action viticole prennent les commandes. Emmanuel Maffre-Baugé dans l'Hérault et André Cazes dans l'Aude. Mes amis, je vous le dis solennellement, nous, vos porte-paroles, c'est grâce à vous que nous tenons notre légitimité. Grâce à vos actions, grâce aux actions, les organisations centralisées, c'est fini. L'action. Finalement, celui qui s'est imposé, c'est Cazes. Et c'est vrai qu'il ne payait pas de mine, c'était pas un grand parleur, il avait des drôles de formules, déjà assez abruptes, mais il y avait en lui une force, quelque chose qui imposait le respect des viticulteurs. Dès qu'il prenait la parole, surtout les coups de gueule, il avait des coups de gueule, Cazes. Voilà, c'était surtout ça. Et alors là, tout de suite, les gens le suivaient, l'écoutaient. Allez, t'attaques. Dites au ministre qu'à chacune de ses promesses, nous opposerons des actes et que nous quitterons les barricades quand vous serez partis. 1970 et 1971 seront en quelque sorte 2 années de répétition pour le comité d'action viticole, avec des manifestations d'envergure comme à Béziers, suivies d'opérations de sabotage contre l'État, d'accrochages sévères avec les CRS comme à Lézignan, où les fusils de chasse sont utilisés. À Barbera, l'adjoint au maire, André Laborie, sera renversé, mortellement, lors d'un barrage filtrant. Ce drame sèmera le doute auprès du comité d'action viticole. D'autant plus que l'espoir revient avec un nouveau ministre. Les vignerons, dits modernistes, vont soutenir ce nouveau plan. Jacques Chirac devient ministre de l'Agriculture en juillet 1972 et le demeure jusqu'en février 1974. Rapidement, il élabore un plan de restructuration du vignoble connu sous son nom, le plan Chirac. Dans ce plan sont mises en évidence les causes internes des difficultés de la viticulture, car la concurrence étrangère n'explique pas seule la crise de mévente. Ces causes internes sont des insuffisances au niveau du choix des cépages, de la vinification et de la commercialisation du vin. Le plan prévoit des mesures financières pour inciter à l'arrachage, à la distillation préventive, à la limitation des rendements, à l'adoption de nouveaux cépages. Quand on veut nous faire passer que pour des imbéciles qui passaient leur temps à manifester parce qu'ils ne savaient pas faire autre chose, c'est faux. Nous avons commencé à retravailler sur notre vignoble et l'œnologie a fait aussi sa révolution et nous avons commencé à travailler là-dessus. Une partie de la profession, dit moderniste, veut sortir les vins de table de l'anonymat. En 1968, sont créés les vins de pays, porteurs d'une dénomination géographique. On modernise une partie du vignoble. Pour l'instant, c'est sans effet. Le Midi est trop dépendant des marchés de vins de table. Moi, je ne suis pas solidaire des comités d'action viticole. Même si on a essayé de m'impressionner en me coupant quelques souches. Moi, je te le dis, il faut changer de cap, il faut restructurer. Les cuves sont pleines et les caisses sont vides. Tu sais, c'est compliqué. Hein. Mais vos ajustements, là, c'est fini. Le statut viticole, c'est fini. Maintenant, c'est la demande, c'est le marché qui commande. Écoute, il faut un organisme qui régule. Le monde viticole patiente. Puis la colère ressurgit. On s'interroge sur l'avenir de la région, et pas seulement dans le monde viticole. On cherche à détruire notre identité.
c'est-à-dire la civilisation languedocienne. Il faut que notre combat devienne une lutte régionale. Il y a concordance des temps entre le mouvement occitaniste qui se structure en partie occitan et le mouvement viticole. Le temps était venu pour nous d'armer nos chansons comme des canonnières. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. C'était possible. Cette chanson, elle est arrivée au moment où il fallait. Elle a eu le soutien de tas de gens qui étaient déjà très populaires. Et puis, elle a été la chanson de tous les mouvements sociaux qui ont... Elle a été pas seulement l'occitan, mais elle a été adoptée comme fille légitime et historique de tous les gens qui, dans ce pays, se battaient pour être. Et ça, c'était un mot de Jeannot Vialade, c'est qu'al battere per esse, il faut se battre pour exister. Une émission de télé de Stelio Lorenzi, La caméra explore le temps, diffuse le drame Qatar. Et c'est un électrochoc pour les Occitans. Tout à coup, ils se rendent compte qu'ils ont une histoire. À l'école, ils ne l'ont pas apprise. Mettre en circulation publique une langue considérée comme secondaire, ça a été la langue de la chair à travail, de la chair à canon. Mettre cette langue en circulation publique, c'était pas évident. C'était le moment de l'histoire où c'était possible. Moi, je commence à écrire. La première chanson, c'était « Vau parlar d'un país que vol viure. Au moment où le Midi voit ses mines fermées, au moment où sa jeunesse part du pays, au moment où le cœur de l'économie, la viticulture, s'éteint, au moment où s'élèvent des stations balnéaires, on est à la fois fier de ce passé retrouvé et en même temps on a peur de voir disparaître un savoir-vivre. Il y a une troisième composante de ce mouvement, c'est tout l'apport de mai 68 dans le mouvement. Et c'est le moment après 68 où la jeunesse étudiante se tourne vers le Midi, de Nanterre, de Vincennes. Les étudiants contestataires et gauchistes voient dans la révolution, enfin voient dans l'action des viticulteurs du Midi une possibilité révolutionnaire. Le mouvement le plus important à ce moment-là, le plus actif, qui était sur des bases de gauche très affirmées, anticapitalistes, c'était lutte occitane. Voilà. En 1974, donc, le professeur Robert Laffont devient le candidat des minorités nationales. À ce moment-là, il fallait 110 signatures pour pouvoir se présenter au Conseil constitutionnel, dont a invalidé la candidature de Robert Laffont parce que certaines des maires qui avaient donc souscrit avaient mis 2 F à Robert Laffont, il n'en faut qu'un. On veut interdire, on veut bâillonner la voix des minorités. Et donc, Robert Laffont réunit un peu tout ce qu'il avait soutenu et on décide que les comités de soutien deviendront les comités Boulogne-Biural-Pays. Tous ceux qui s'étaient mobilisés dans Boulogne-Biural-Pays se rencontrent avec le comité Action Viticole, qui était l'organisateur des manifestations. On fera un communiqué commun, on participera ensuite à toutes les manifestations. Dans l'Hérault a été créé un mouvement particulier autour de Jean Huillet. C'est le MIVOC, Mouvement d'intervention viticole occitan. Le MIVOC a été, peut-être pas un syndicat au sens traditionnel du terme, mais c'est surtout un lieu de réflexion, d'analyse, de débat, où la parole était totalement libre. Le MIVOC a été quelque chose, une charnière entre une revendication corporatiste professionnelle, avec les problèmes qu'on avait de la viticulture, et en même temps avec une ouverture sur l'occitanité, sur l'attachement au pays, l'intégration dans le pays, etc., en tant que syndicaliste, et en même temps une ouverture sur l'international. Les vignerons de la région ont l'impression d'être sacrifiés sur l'autel communautaire. On importe chaque jour un peu plus de vin italien à bas prix. Sur le seul port de Sète, on importait le quart de la production méridionale, c'est-à-dire 7 millions d'hectolitres.
La tension est montée très vite. On s'est acheminé peu à peu vers une guérilla paysanne, autrement dit des exactions contre les édifices publics. Chacun avertissait son voisin qui était au comité d'action, se réunissait une 25, 30 environ. Et donc, on nous exposait donc, les causes d'une prochaine manifestation, d'un prochain, je ne vais pas dire attentat, mais d'une prochaine action forte. Et donc, on se retrouvait à 2 ou 3 à dire, voilà, on va faire cette action à tel endroit. Et donc, ou par petits groupes ou plusieurs petits groupes. Et chacun était indépendant, mais on savait qu'à telle heure ou à tel moment où il y avait une cible qu'il fallait qu'il soit touché. Le pouvoir restait sourd. Il faisait semblant plus ou moins de négocier, mais il n'y avait jamais rien. Alors on continue. Et ensuite, on se bat contre les CRS. Deuxième sommation, on va faire usage de la force. Chargez-le. Certaines opérations sont symboliques, comme l'occupation de la cathédrale de Montpellier. Le capitalisme donne sa récolte de fruits empoisonnés. La mort économique rôde autour des vignes et des vergers dans le pays du soleil. Inversons notre destinée. L'État et la communauté économique européenne avaient-ils vraiment anticipé l'ouverture du marché commun? On est en pleine débandade. Le vin du Midi reste en grande majorité dans les caves et le vin italien afflue chez les négociants. Le comité d'action viticole décide de réguler le marché à sa façon. Pour endiguer, il ne restait qu'une seule solution, c'était d'essayer de vider des camions, et ce qui se faisait assez couramment d'ailleurs, si je puis m'exprimer ainsi. Et un jour, par exemple, je me rappelle à Valera, 15 camions de vin italien ont été vidés dans la journée. De nombreux blocages ont lieu à Sète, qui dégénèrent de plus en plus violemment avec les forces de l'ordre. Bon, hier à Sète et à Béziers, ce que j'ai vu après les manifestations était effrayant. J'ai dû, avec Fraîche, sauver un motard CRS. Ils ont failli le lâcher. Dans Cazes, nous ne sommes pas des gangsters. Il faut calmer la base. Sinon, nous verrons un malheur. Mafre, tu crois, toi, que Paris et Bruxelles allaient nous entendre comme ça? Mais le temps des palabres, c'est terminé, tu m'entends? Il y aura au mois d'août 75 aussi, la région se raye elle-même de la carte. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1975, tous les panneaux directionnels routiers du Languedoc-Roussillon sont peints ou arrachés. Le lendemain, jour du chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, c'est la pagaille totale. Des bouchons partout, des gens perdus sur les routes secondaires, des trains bloqués. Le Languedoc-Roussillon est paralysé. À Paris, on commence à s'inquiéter de ce mouvement. Serait-ce une deuxième Corse? L'ordre est donné aux forces de l'ordre de dégager les barrages Manu Militari. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le préfet de région fait état d'une innommable pagaille dans tout le Languedoc. Les Français, mais également beaucoup d'étrangers sont perdus dans tout l'arrière-pays. Certaines chancelleries sont inquiètes pour leurs ressortissants. Il va falloir changer de stratégie avec ces vignerons. Nous allons leur opposer un véritable rapport de force. D'autant plus que les gauchistes occitans viennent se mêler au mouvement. Plus tard, à Tézan, 4 jeunes revenant d'une manifestation sont arrêtés par les CRS. Ils sont tabassés. L'ambiance vire au règlement de compte. Et là, les viticulteurs de l'Aude, qui étaient quand même les plus remontés contre les pouvoirs publics, avaient amené dans le coffre des voitures des fusils de chasse. On m'a appelé, il y avait des gens avec des fusils, enfin bref, c'était au bord de la catastrophe. Donc il fallait se sortir de Tézan. On est allé à la gendarmerie, mais à la gendarmerie, il ne fallait pas rester non plus. Et nous sommes allés au pont de Montredon. Au pont de Montredon, il y avait un champ, les voitures se sont garées au pont de Montredon, et en particulier les épouses qui avaient suivi sont restées dans la voiture parce que c'était en pleine nuit,
Et on a barré la route, on a entendu du bruit, et les gardes mobiles ou les CRS, au lieu de venir sur les vignerons, sont allés casser les voitures qui étaient dans le champ avec les épouses des viticulteurs qui étaient dedans. La situation n'a jamais été aussi dramatiquement grave. Le gouvernement protège le vin italien et ça nous ruine. Avec ou sans CRS, le vin italien ne passera pas. On s'aperçoit de plus en plus que le vin italien a bon dos. Les vins frelatés, fortement trafiqués, apparaissent. La colère va s'amplifier. Nous continuerons à nous défendre. Nous continuerons à défendre l'avenir de nos enfants. Nous continuerons à brûler sur les routes nationales les camions des trafiquants. Janvier 1976, c'est l'escalade. Toutes les nuits, ça pète. Les leaders des comités d'action viticole ne tiennent plus la base. On est à bout. L'État et l'Europe jouent la montre. Et je me rappelle un jour, je tenais ma place comme tous les autres, mais je me rappelle un jour au pont des Forges, André Caz passe, dans une fumée épaisse, on aurait dit le brouillard. Il y avait des gens qui étaient blessés, là, comme tirés sur le bas-côté de la route. Et André Caz passe en courant, il me dit « Ce que tu vois là, il faut que tu le chantes, il faut que tu le chantes. » Et le soir même, j'ai écrit une chanson qui était « Los comandos de la nuit, se n'empats, mais jusqu'à la guerre, a non parti a Mejonei. » A non parti a Mejonei, tutt'aro d'Ariella Vareno, non strapparena d'Ezzovei e Savempla, che si s'altro ruto. Oui, le 5 février 1976, c'est vraiment le moment clé de cette unité populaire dont on a parlé, c'est-à-dire cette unité entre les forces sociales, viticoles, agricoles, ouvrières, petits commerçants et artisans, y compris les enseignants. Après les opérations commando, les plastiquages, les appels au secours. Après un demi-siècle de collaboration étroite entre l'État et le monde viticole, c'est silence radio à Paris. Le mépris. Mépris. C'est-à-dire, on répond même pas. Du moment que ça se durcissait, certains ont dit qu'il n'y a qu'à prendre le fusil. Quand on a tenu un fusil en l'armée, on sait comment ça risque de générer après. Mais là, c'est la rumeur qui parle et vous ne le maîtrisez pas, ça. Les gens étaient soudés, quoi. Voilà. On avait l'avantage de ces actions-là, c'est qu'on était des copains, mais des gens soudés. Voilà. Les gens n'avaient pas peur, en plus. Toute notre génération, nous avions tous fait la guerre d'Algérie. Il y en a qui avaient fait l'Indochine. Les CRS n'avaient pas beaucoup de pression sur nous. À l'époque, le fusil faisait partie de l'environnement de tout le monde, de tous les viticulteurs, on était tous chasseurs. Et en plus, dans la conversation, même entre copains, je vais te foutre un coup de fusil, ça faisait partie du langage local. Donc le fusil n'était pas un symbole de peur. Dans l'action, on est prêts à tout, tous. Le porte-parole du comité régional d'action viticole, Michel Romain, est très clairement sur une ligne dure, l'action. Irrationnel gagne les ultras des comités d'action viticole, confrontés par le phénomène de groupe qui oblige à toujours plus. Une partie de la base n'écoute plus. La tragédie peut commencer. Il a été décidé un jour, avec nos amis de l'Hérault, d'aller à Meximieux. Il s'est vidé du vin, il s'est vidé des colorants, il s'est vidé de tout. C'était... Enfin, c'est impensable qu'un négoce puisse trafiquer comme ça. Des millions de litres ont été répandus et des camions endommagés. Les manifestants sont repartis comme ils étaient venus, pris en filature par des gendarmes, ils n'étaient que 3 et ne pouvaient intervenir face à 100 manifestants déterminés. Oui, Robert, il faut régler une fois pour toutes le problème avec le Midi. Vous m'entendez? Une fois pour toutes. Monsieur le ministre, je viens d'avoir Monsieur Pandreau. 2 casseurs des établissements Ramel ont été identifiés. Ils seront convoqués après-demain au commissariat de Narbonne avant d'être transférés au SRPJ de Montpellier. Le cabinet du Premier ministre, M. Chirac,
vous déconseille une arrestation. Cela créera inévitablement des débordements. Je m'en fous. Je viens d'avoir un appel du capitaine Guérin de la gendarmerie. Donc les deux propriétaires des voitures qui étaient à Meximieux. Oui, Olivier et Domenech. Non, rien de grave, rien de grave. Il m'a dit qu'ils allaient être interrogés. Un interrogatoire de routine à 15h. À 15h, les deux vignerons qui conduisaient les deux voitures à Meximieux, Olive et Domenech, rentrent dans le commissariat de Narbonne. Derrière le bâtiment, une voiture fait s'attendre. Quoi? Le CRPJ de Montpellier. Ils ont emmené les deux viticulteurs. Vous appelez les villages. Vous annoncez la mobilisation générale. Allô, Case. Très bien, monsieur le préfet. Monsieur le ministre, monsieur le préfet de l'Aude préconise fortement de libérer les deux vignerons. Il informe que Narbonne est au bord de l'émeute, voire de l'insurrection. Qu'il fasse son travail. Assurer l'ordre public. On nous a menti. En nous garantissant la libération de nos camarades. Si les armes sont prises, cette fois-ci, je ne monterai pas sur un muret comme à Tisane. Pour empêcher que le pire ne se produise. On était à Narbonne, donc devant la CGV. Il y avait des milliers de personnes. Donc pour venir soutenir Domenech. Et puis il s'est fait un gros appel ce jour-là. Et je ne sais pas si on peut appeler ça un appel aux armes, mais en gros c'est ça quoi. D'accord. Nos deux amis sont à Bourg-en-Bresse. La cause est entendue. Ça fait des années que l'État se joue de nous, de toute manière. Vous avez carte blanche. La fureur vigneronne se déchaîne. Jamais le Midi n'a connu un tel déferlement de violence. 20 perceptions saccagées. Une agence du Crédit Agricole. Les gares de Lézignan et de Narbonne ravagées. La nuit bleue de Narbonne a des airs de guerre civile. Monsieur le ministre, Narbonne, Béziers et plusieurs villages ont subi des dégradations importantes. Incendies, plasticage, tirs d'armes de chasse. Le préfet de l'Aude préconise fortement de libérer les deux vignerons afin de faire retomber la pression. On renforce la sécurité. Et dites au préfet de l'Aude que c'est le préfet de région qui prend désormais la direction des opérations. Et ce, dès à présent. Ils ont été écroués et incarcérés. Il y a 3000 types devant la CGVM. Quand ils vont apprendre la nouvelle, ils vont tout casser. Il ne faut surtout pas qu'on reste en centre-ville. Souvenez-vous des massacres de 1907. On doit aller à l'extérieur. Allez, tous au point de Montredon. Nous avons été la veille cantonnés à Cuxac-Cabardès. De Cuxac-Cabardès, dont nous arrivons au pont de Montredon, il est 13h13. Notre commandant s'est arrêté et a arrêté par là même la colonne de compagnie pour parlementer avec les manifestants. Et voyant les risques que nous courions, j'ai remonté la colonne de compagnie pour demander au commandant de faire un mouvement. Se pose d'emblée une question qui est celle de savoir la raison pour laquelle, lorsque on nous a demandé d'aller de Carcassonne à Narbonne, nous n'étions pas prévenus que les manifestants, ou certains d'entre eux en tout cas, étaient armés. On a un peu servi de chèvre en quelque sorte. Notre équipe de télévision est arrivée sur les lieux du drame un quart d'heure, 20 minutes auparavant. Bien, monsieur le préfet de région. Je transmets à monsieur le ministre. Des vignerons bloquent la route sur la nationale 113, au pont de Montredon. 2 compagnies de CRS, venant de Carcassonne, se dirigeant vers Narbonne, ont essuyé des tirs de chevrotine. Un chauffeur a été grièvement blessé. Que le préfet de région fasse dégager le pont de Montredon, et au besoin par une action brève et violente. Bien. La tension est extrême.
Le passage des CRS de Carcassonne à Narbonne a été vécu comme une provocation de l'État. À 14h30, sur la voie ferrée, arrive une draisine au cœur de la manifestation. C'est quand même curieux qu'à Montredon, lieu traditionnel des manifestations viticoles-audoises, le jour de la manifestation, il y a un train qui arrive au milieu de la manif, comme ça. Partout, quand on a été sur le voie ferrée, les trains ne sont jamais venus, parce que le téléphone a fonctionné et que les trains étaient bloqués en gare. Provocation. La direction de la SNCF expliquera que le trajet était prévu. Les cheminots CGT de Narbonne affirmeront le contraire. Nous recevons l'ordre de nous diriger en direction du pont de Montredon, ainsi que la CRS 24 d'Agen. Et il est 14h25 lorsque nous quittons la caserne Montmorency. Il y a beaucoup de circulation. Les viticulteurs ont bloqué la circulation de part et d'autre. Nous stoppons nos véhicules, les uns derrière les autres, donc sur le côté droit de la chaussée, à environ une centaine de mètres du pont de Montredon. Nous sommes arrivés là et nous nous sommes organisés en compagnie double. Je donne l'ordre à mes fonctionnaires, comme il est du rôle du capitaine adjoint, de regrouper le personnel qui se regroupe au centre de la chaussée. Nous sommes assaillis par une véritable pluie, 2 minutes, 3 minutes maximum. Tout le monde court se mettre à l'abri derrière les véhicules. Personnellement, je tourne le dos et je me retrouve à terre. Je me pose la question, qu'est-ce qui t'arrive? Je mets la main, je sens que j'ai mal au creux poplité de la jambe droite. Je mets la main et à travers le pantalon, je vois le sang. Enfin, je ressens le sang qui coule. Je viens d'être atteint par une balle. Je me retourne alors que je suis toujours au sol. Je me tourne sur la gauche et je vois sur la crête du pont de Montredon un homme, un viticulteur certainement, bien sûr, qui m'ajuste une deuxième fois. Il est en position du tireur accroupi. Je vois très bien encore son visage et je peux certifier. Il est droitier. Et je sens qu'une deuxième fois, je ressens une décharge. Et là, mais ce n'est pas une balle, ce sont des plombs de chasse. Des dizaines de fusils sont pointés vers les CRS. Les leaders du comité d'action viticole courent de tireur en tireur pour les ramener à la raison. C'est trop tard. On a basculé dans la folie collective. Il est 15h10 environ. Après avoir été touché une première fois à la cuisse gauche, le commandant Le Goff continue de donner des ordres. Un fusil chargé de balles à ailettes est en position de tir. La balle part. Le casque du commandant est projeté en l'air. Au moment où je me retourne, donc, que je vois le commandant à terre, que je lui retire le casque léger et que je m'aperçois que les dégâts sont importants, je fais appel par signe à 2 brigadiers, le brigadier Torres et le brigadier Huard, sous le feu, ramènent le véhicule à proximité de l'endroit où nous nous trouvons et avec le brigadier Torres, le brigadier Huard et moi-même, nous... Le commandant Le Goff, il mourra à l'hôpital. Il avait 42 ans. Entre-temps, nous sommes montés dans les véhicules et nous avons pris notre armement, car nous étions descendus pour un maintien de l'ordre classique. Nous ressaisissons des pistolets mitrailleurs. Nous reprenons donc nos actions d'organisation, de la riposte pour le coup, puisque nous tirons à notre tour, parmi ceux qui ont pu aller chercher les armes correspondantes dans les véhicules, parmi ceux qui les détenaient déjà. Quand ils ont donné l'ordre de tirer, moi je pensais qu'ils tiraient des balles blanches. Quand on voyait qu'ils tiraient, on voyait les impacts de balles sur la terre. Et je peux vous dire que c'est impressionnant. Quand on était sur le pont, on entendait les balles siffler, mais persuadé qu'on était avec des balles à caoutchouc. Suite à l'appel des comités d'action viticole, on est descendu de partout à Montredon. Même Émile Puitès est venu d'Arquette-en-Val. Lui qui va peu aux manifestations car il a mal au dos. Mais il est là aujourd'hui avec son frère. D'ailleurs, pour soulager son dos, il s'appuie sur un panneau à l'arrière de la manifestation. Vers 15h20, Émile n'est plus appuyé contre le panneau. Il est étendu par terre, mort d'une balle de 9 mm. Il avait 52 ans.
Émile Puites a été atteint d'une balle de 9 mm, une balle perdue en pleine tête. À l'époque, je précise qu'il n'y avait pas de section de protection et d'intervention, il n'y avait pas de tireur, disons, d'élite, de fusil à lunettes, de choses dans ce style. Ça a été une cible sur un panneau, on ne me sortira pas de là. Et c'est pas une balle perdue, c'est certain. 2 morts, une trentaine de blessés par balle et par chevrotine. Le nombre exact concernant les viticulteurs est à ce jour inconnu. D'un coup, des blessés sont arrivés. Nous sommes retrouvés vite dans une situation d'état de guerre. Ils arrivaient par l'entrée des urgences de l'hôpital, soit en ambulance, soit dans des voitures. Certaines personnes devant la porte criaient contre eux. On a eu très peur des manifestations, même dans l'hôpital. Et sitôt que les CRS arrivaient, nous les déshabillions et surtout nous enlevions leurs armes que nous avions cachées dans des placards. Il est 15h30. Les tirs se taisent. La fusillade a duré 25 minutes. Une éternité. Aux dernières informations, assez confuses, il y a bien eu fusillade. Il y a 2 morts. Un commandant de la CRS 26, le commandant Le Goff et un vigneron non identifié, ainsi que 20 blessés. Monsieur le ministre, la presse nous assaille d'appels. Que doit-on répondre? Rien. Je vais à l'Élysée. J'interviendrai en direct au journal télévisé. À la mort d'Émile Puites, la plupart des vignerons se retirent. Les sirènes des ambulances prennent le relais. 2 morts, des blessés très graves. Le commandant Simeoni entre la vie et la mort. D'autres resteront infirmes. L'onde de choc est immense. Le lendemain du drame, les 2 vignerons écroués sont libérés. Étonnant, n'est-ce pas? Le surlendemain du drame, l'État et la communauté économique européenne trouvent une solution momentanée au problème des importations italiennes. Étonnant, n'est-ce pas? Au lendemain de Montredon, les leaders des comités d'action viticole se font discrets. Seul un appel relayé par la presse et la radio invite au recueillement et à la présence aux obsèques d'Émile Puites. Les obsèques du commandant Le Goff se déroulent en présence du ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, et du directeur général de la police nationale, Robert Pandreau. Environ 3000 personnes sont présentes. Le juge d'instruction de Narbonne, François Assier, saisit toutes les images télé et les photos. Mes négatifs ont été saisis au siège de l'agence France-Presse à Paris par la PJ parisienne, suite à la commission rogatoire du juge d'instruction de Narbonne. L'erreur fatale, si je puis dire, vient de l'un des responsables du service photo de l'AFP. Il n'aurait dû confier que les seuls négatifs publiés en photo dans la presse, selon la loi, et non pas la totalité de mes négatifs. Ainsi, la photo jamais publiée du ventre d'Albert Tessayre, éraflé d'une balle de CRS, a permis au juge d'instruction narbonnais de l'identifier et de l'inculper, l'écrouer et de me clouer au pilori. Certains viticulteurs voulaient ma peau, pensant que j'avais donné des preuves au juge. C'est ainsi que sur tous les murs du Midi sera collée une affiche à partir de ma photo. Tout photographe est un flic. Le ministre de l'Intérieur souhaite des résultats rapides. En attendant, il demande l'arrestation de Cazes. C'est Jacques Chirac, Premier ministre, qui s'interpose et annule le mandat d'amener. Ce qui surprend, c'est effectivement qu'il n'y ait pas eu de procès. Bon, bien sûr, il y a eu des procédures judiciaires qui ont été menées. La seule personne qui est inculpée, c'est Albert Tessayre, qui a fait 70 jours de prison au Baumette en préventive. Les choses s'achèvent par l'arrêt, disons, numéro 57, prononcé en chambre du Conseil à la Cour d'appel de Montpellier le 7 février 1984. En définitive, on reconnaît la responsabilité d'Albert Tessayre implicitement, d'une manière très caractérisée, en disant mais il bénéficie de la loi d'amnistie de 1981. Et que ce soit clair aujourd'hui, sur le moment, avant, pendant, après, je n'ai jamais eu, et mes collègues avec moi, de haine contre les manifestants. Nous sommes formés pour que la loi soit respectée, que la sécurité existe et perdure, parce que comment y aurait-il liberté, égalité, fraternité, laïcité? On n'est pas des meurtriers. Je pense que le monde vigneron ne voulait pas en arriver à ça quand même. Il voulait en arriver à se faire entendre fortement, mais peut-être pas en arriver à ce stade-là. Montredon a été créé de toutes pièces par l'administration.
Certains responsables des comités d'action viticole avaient appelé les manifestants qui s'étaient regroupés durant les jours avant, avaient appelé à venir armés à cette manifestation. Joël Le Goff est mort lâchement assassiné. Ce 4 mars 1976, à Montredon, certains viticulteurs, je vais dire, se sont autodélivrés un permis de chasse pour tirer sur les forces de l'ordre, les forces républicaines. On est vraiment malheureux. Moi, je pensais à Pouit sans arrêt, un peu à Le Goff. Il y a eu volonté de casser le mouvement par la violence extrême qui s'est traduite par la mort. Il y a eu un piège préparé par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour nous emmener à ce drame-là. C'est ce qu'on attendait de nous. Je pense qu'on attendait de nous que nous fassions usage de nos armes le plus possible et que les manifestants en fassent de même et que de part et d'autre il y ait de nombreux blessés. Je pense que c'est un calcul qui a pu être fait par l'autorité ministérielle de l'époque. J'avais fait distribuer des munitions dans ma section et paradoxalement c'est moi qui ai fait cesser le feu. Je l'ai fait à mon âme et conscience parce que je considérais que on était sur le moment, je l'ai ressenti, tombé dans un piège majeur. Et aujourd'hui, je sais qu'il existe encore des gradés, des gardiens de la paix, de l'unité, qui m'en veulent beaucoup d'avoir fait cesser le feu. Ils ont obéi. Ils ont obéi. Comme on oublie toujours dans les CRS, ce qui est une chance pour la République. Peu importe à présent les coupables. L'État a gagné. L'État a déstabilisé la dynamique du mouvement régionaliste de gauche. On est dans une effervescence révolutionnaire. Et l'espoir de révolution existe. Il semble qu'on l'ait vraiment oublié. Quand on dépouille les archives et ce qu'écrivent les renseignements généraux, ils craignent vraiment une révolution. Et on se dit que le gouvernement a décidé de mettre un coup d'arrêt. Ça commençait à prendre des dimensions qui étaient tout à fait inintéressantes. On aurait pu, par exemple, à des prochaines élections qui seraient arrivées à ce moment-là, d'avoir des listes régionalistes être élus. Le 29 avril 1976, une dernière manifestation unitaire de 100 000 personnes a lieu à Montpellier. Dernier barreau d'honneur de cette formidable communion régionale. Montredon a brisé l'élan populaire. La viticulture unanimiste portée par Marcelin Albert, Féroul, Barthes, Cazes, Maffre-Bauger n'y résistera pas. Globalement, les 2 morts ont marqué les 3/4 des gens qui venaient aux manifestations. La majorité ont considéré que c'était allé trop loin. Tu y penses à ton fils de 16 ans et à moi? Tu veux me laisser veuve, comme Madame Pouitès et sa fille, ou comme Madame Le Goff et ses garçons? Les pauvres. Arrête maintenant avec ton cave. Arrête. Ce Montredon, c'est une tragédie. On va commencer à se regarder différemment. Parce que tout le monde a cherché à savoir qui était le responsable. Pourquoi? Pourquoi on est arrivé là? Le mouvement a été cassé. Et c'est quand même dommage. Parce que un mouvement comme ça, c'était quand même la force de vivre dans ce pays. Il y avait des gens qui venaient dans les manifs, mais qui ne venaient pas dans les opérations commando. Parce que, bon. Et alors, ces gens-là ont pris de la gueule, c'est-à-dire on commençait à dire, on vous l'avait dit, il ne fallait pas le faire. Jean-Baptiste, c'est un échec, cette guerre viticole. Notre image, nos efforts. Il faut respecter les exigences de la communauté. Il faut arracher la moitié du vignoble. Et oui, garder le meilleur. La CE est prête à financer. Oui, mais c'est toute une région. Mais on s'en fout. L'avenir, c'est la rentabilité, la mécanisation. C'est la qualité. En somme, tu préconises la fin du midi viticole. Et tu, mon village, de vignes, d'olives et de mel,
E tu, mon village, calù, torrado, in fer, ed in mon village, can la vigna va mal, ed in mon village, lo scal barra lo stal, volets cantar cigales, se lo ve esmalao, se es nostre terro blanco, Marcelí tornarà. Sui nascut al país del cerç e del marí, al país on jamai l'aiga valgut lo vi. Avioi pai fai 15 ans, un paire me diguet, hast un certificat arresto te siuplet. Si os trop intelligent per faire un deputat, e si os trop degordit per faire un avocat. Pren aquelis cisels, vai pudar laigarigos, se fa pas de rasins, te farà pas de figos. E me baqui partit, sem bese ni sentir, tot so que m'attendió pel través del camí. Car dins aquel mestier de puto de cunasso, hi ha toujours macarel qui con que te tracasso. L'un mes d'abril a pas, t'aleu mostrat l'umurre, che marchette giurgette rusti sun lui burres, mas ne demoro be, qualchesun d'abitudo, giusto per engraissar la caniglio burrudo. Can tornarà a pussar, che n'hi ha giù pauco pru, guarda lo idiome, guarda il mil diu. Per saubar qualche felios, campla maridomino, te caldrà be cargar l'apparel sus l'eschino, mastica come un cun, a t'embaglia la canio, tutti los camparols, tutto las telaragnos, del mattì fins al ser, che sioghe duro mol, tutti los cagaraus, tutti los parpaliols, cantus quatre rasins, saran repetigliats, che t'arribuno grello, e guarda chi rasclat, che diguso che fagos, hi ha toujours un sinistre, l'algo, lo fred, lo foc, lo ben o lo ministre, car dins aquel mestier de puto de miserio, hi ha aquel argent burdel que te fa pas la guerra. Ta venia che m'han dit, sai pas se va repeti, l'urtardo d'esse biels per tu calar retreto, un plase cada mes, lo giur che te la porta.